Alors bonjour, merci beaucoup d'être venu pour le dernier talk. On va clore ce programme de talk de Drawing Now Art Fair qui va clore aussi sa 16e édition aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être là, de partager ce moment avec nous. Moi je suis absolument ravie d'avoir à mes côtés Cyril Pedrosa, que vous connaissez comme BDiste, animateur, mais qui va nous raconter un petit peu à quel point ses horizons artistiques et créatifs se sont élargis ces dernières années. Donc nous allons parler de tout ça, et ceci un petit peu quand même grâce à Karine Roma-Clément, qui est curatrice et directrice artistique de l'espace Jacques Villeglé et commissaire d'exposition. Donc qui a entamé une conversation avec Cyril, qui l'a sorti un petit peu de son espace de confort et qui a lancé plein de projets intéressants. On va parler de tout ça. Évidemment, on va parler aussi de la programmation un petit peu de l'espace Jacques Villeglé tout à l'heure. Donc merci, on va donc commencer. Je m'adresse d'abord à Cyril. Cyril, merci beaucoup d'être venu, d'être là, de partager un peu ces nouveaux projets avec nous. Je rappelle aussi qu'on peut voir le travail de Cyril Pedrosa à la galerie Miou, secteur Process, juste à côté de vous, encore pendant quelques heures. Cyril, donc est-ce que on te connaît comme BDiste, on connaît la magnifique BD L'Âge d'Or, Portugal, et donc on te voit comme BDiste, mais comment est-ce que tu définis ton univers créatif? Comment est-ce que tu y as accédé aussi? Parle-nous un petit peu de ton parcours et un peu comment tu définirais ton territoire créatif. D'abord, merci pour cette invitation. En fait, mon parcours créatif, c'est d'abord un parcours qui est vraiment construit autour du dessin, principalement, depuis le tout début, depuis même l'enfance, en fait, et qui s'est quand même pendant très, 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 très longtemps, pendant en tout cas la vingtaine d'années de ma pratique professionnelle, construit sur une articulation entre le dessin et le récit. J'ai appris à dessiner et j'ai développé mon dessin autour de l'idée de raconter. Ce qui est une manière singulière, enfin je ne suis pas le seul évidemment à faire ça, mais qui est quand même une approche très particulière du dessin, avec assez peu d'autonomie du dessin avec lui-même en fait. Et donc est-ce que ton entrée justement dans le dessin, c'était vraiment la question de on va en parler tout à l'heure, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que c'était la question du narratif, de raconter une histoire, de faire voir une histoire? C'est ça, c'est la question de la narration et donc d'un langage. C'est-à-dire qu'il faut réussir à développer un objet comme ça intermédiaire entre soi et l'autre pour raconter une histoire avec une grammaire qui est la grammaire de la bande dessinée. Alors bien sûr c'est une grammaire évolutive, mais enfin c'est quand même une grammaire qui a des codifications, donc avec des points de repère communs entre soi et le lecteur, avec lequel on joue, on essaye de l'amener ailleurs. Enfin voilà, il y a toute une fabrication autour de tout ça. Et le dessin, enfin ma pratique du dessin a toujours été construite sur, disons, un jeu autour de cette narration. Enfin voilà, comment on fabrique du dessin qui rend perceptible une histoire, une émotion, et qui permet de rentrer à l'intérieur d'un livre. Et ça aussi, c'est très particulier. Parce que c'est pas n'importe quelle narration, c'est la narration dans un livre. Le livre, c'est un objet avec des pages qu'on tourne. Et donc ça aussi, ça a des conséquences sur le dessin, véritablement. Il y a le format, enfin voilà. Donc on est sur un objet, et le dessin qui est fait n'est jamais le dessin qui est vu. C'est un dessin qui est transformé, redimensionné. Donc ça a plein d'impact en fait sur la manière dont on crée et la manière dont cette création est reçue. Et puis ça a vraiment défini mon travail. Et ce qui fait que pendant très très longtemps, vraiment, je me définissais comme un auteur de bande dessinée et pas vraiment comme un dessinateur. J'avais l'impression que le dessin, c'était autre chose. Et puis, il y a quelques années, à la faveur, disons, de questionnements existentiels comme il en arrive parfois, j'ai vraiment eu le besoin de remettre en question tout ça. Et il se trouve que ça a coïncidé avec un moment de rencontre avec Karine, qui m'a à ce moment-là proposé d'aller ailleurs, justement. Donc ça tombait très, 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 très bien. Et la rencontre avec Karine m'a vraiment aidé à suivre cette impulsion et cette intuition et ce désir
enfin de se confronter au dessin. En fait, j'avais l'impression que pendant 20 ans, je m'étais jamais vraiment confronté au dessin. Et que voilà, maintenant, c'était l'instant. Et qu'il fallait le faire. Enfin, et qu'il fallait le faire pour moi, en premier lieu. Tu es toujours un peu comme ton personnage Simon dans Portugal, un peu insatisfait par le travail précédent. J'ai l'impression que tu avances par crise. Ah oui, vraiment. Ouais, j'avance par crise. J'avance par crise et enfin, c'est pas réjouissant. Enfin, je préférais que ça se passe autrement, hein. Mais je suis souvent obligé de. Bon, enfin, comme je pense que tous les artistes sont. Enfin, il y a une imbrication totale entre ce qu'on est, notre expérience de vie, notre histoire et puis ce qui se crée. Et il se trouve que voilà, pour des tas de raisons très personnelles, je suis souvent amené à déjà vivre des crises et à déconstruire et à reconstruire. Et parfois à déconstruire beaucoup, vraiment, enfin, vraiment à détruire, à éradiquer et à reprendre à zéro. Alors évidemment, en fait, on ne reprend jamais à zéro, évidemment. Mais une de mes grandes difficultés, là, par exemple, de ces dernières années, c'était de se défaire absolument du savoir-faire, par exemple. Mais le savoir-faire, on ne peut jamais le détruire totalement. Il est là, en fait. Et donc, c'est comment on le déjoue, comment on le repousse. On le déséduque un peu. Exactement, c'est ça. Et avec cette singularité du dessin, c'est du corps, hein, le dessin, c'est quand même, il y a une mémoire du corps, du geste. Et donc, c'est pas uniquement de la pensée, c'est pas uniquement une posture, c'est vraiment des habitudes de mouvement qu'il faut défaire, etc. Donc, c'est un travail long. C'est une rééducation presque. Non, c'est un apprentissage. Alors, nous allons explorer tout ça tout à l'heure. Donc, Karine, Romain, Oui. nous sommes donc des... Ça marche? Je sais pas, on dirait. Ouais, ça Ouais, marche. ça marche. Oui, Vous ça marche, ça m'entendez? marche. Ça On va. dirait que oui. C'est plutôt pour l'enregistrement. Donc nous sommes commissaires d'exposition et nous avons un rôle créatif aussi, mais un peu particulier par rapport à la création artistique. Donc tu es arrivé au départ, tu es même, je pense, à l'origine en fait de la création de l'espace Jacques Villeglé. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet espace et aussi peut-être d'expliquer en quoi certains artistes de la programmation sont aussi dans un langage qui pourrait être vu comme un langage qui regarde, qui va et qui revient de la bande dessinée ou qui va de la peinture ou du dessin vers la bande dessinée, ou un langage un petit peu en vignette ou peut-être éventuellement narratif. Oui, alors je vais expliquer un petit peu l'histoire du lieu. Donc l'espace Jacques Villeglé, il existe depuis 16 ans maintenant. Au départ, j'ai travaillé avec ce que j'appelle moi un peu en souriant le répertoire de l'art contemporain français. Toute cette génération des Jacques Villeglé. D'une certaine période, voilà, autour de Jacques Villeglé. Autour de Jacques, Jean-Pierre Reynaud et Robert Combas et Hervé Di Rosa. Voilà, tous ces gens-là que j'aime beaucoup. Et il s'avère que dans ces gens-là, il y a aussi beaucoup de gens qui ont au moins un intérêt pour la bande dessinée, voire plus. Donc ça a toujours été quand même un échange. Et puis en parallèle de cette programmation, depuis 16 ans aussi, je programmais un projet autour du dessin qui était vraiment lié au territoire et de la ville de Saint-Gratien. Et dès le départ, j'ai travaillé avec des gens qui venaient aussi de la bande dessinée et pas que du dessin contemporain. Parce que, alors pour faire un petit rebond par rapport à ce que disait Cyril, pour moi, quelqu'un qui fait de la bande dessinée, qui dessine une bande dessinée, c'est un dessinateur. Il n'y a pas, voilà. On a aussi ce parti pris ici. Donc, en fait, les deux projets se sont faits comme ça pendant longtemps de façon un peu parallèle. Et puis depuis 3-4 ans, alors oui, pour préciser, l'espace Jacques Villeglé, c'est vraiment des projets de création, c'est-à-dire rarement je vais chercher des choses dans les ateliers qui sont déjà existants. Ça, c'est arrivé, mais de moins en moins. Donc c'est des programmations sur 2-3 ans à l'avance, puisque c'est vraiment des créations pour le lieu. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, je suis allée chercher des dessinateurs estampillés bande dessinée pour leur proposer de faire d'investir ce lieu qui fait 250 mètres carrés et essayer de s'essayer à des formats différents, des grands formats, donc un geste différent et sortir de la case bande dessinée, ce qui fait des projets très passionnant, mais avec beaucoup de dialogue et beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, etc. Parce que souvent, c'est la première fois qu'on leur propose ça. Voilà.
Et donc, je suis assez ravie en fait de demander à une historienne de l'art, commissaire d'exposition, quel est ton rapport à la bande dessinée, justement, parce qu'on nous demande rarement ça. Mhm. En fait, on avait fait ici, enfin, avec Philippe Liguet, l'ancien directeur de Drawing Now, et à mon arrivée, on a travaillé ensemble sur l'exposition Correspondance. En 2018, j'ai envie de dire. Et donc, on a fait une exposition où justement, on est allé chercher des artistes, des dessinateurs contemporains qui regardaient la bande dessinée, qui l'incorporaient aussi et qui lisent beaucoup de bandes dessinées. Et puis, de même, des BDistes qui, eux, sont très informés par l'art contemporain, voire même d'autres pratiques. Mais jamais, en fait, ça m'est arrivé de pouvoir demander à un commissaire d'exposition quel est ton rapport à la bande dessinée. Alors, mon rapport à la BD, il est permanent. En fait, j'ai lu des BD tout le temps, depuis l'enfance, mais toujours. Alors, avec une entrée un peu particulière, à savoir que mon entrée, c'est le dessin et moins la narration. Et oui. Ce qui fait un rapport très particulier aussi dans mes dialogues avec les dessinateurs, c'est-à-dire que souvent ils sont assez étonnés de mon entrée dans leur bande dessinée. Voilà. Mais effectivement, mon entrée, c'est le dessin. Oui, tu entres vraiment par l'image, Ouais. plutôt, et tu vois le potentiel Un peut-être. peu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, je décortique beaucoup l'image. Et souvent, ça fait des premières rencontres assez étonnantes parce que j'arrive sans vraiment parler de l'histoire ni de la narration, mais en disant, tu sais, dans telle bande dessinée, il y a ce dessin-là. Bon, puis après, j'ai des petites obsessions de dessin, Cyril pourrait en parler, mais ce qui fait que oui, c'est toujours le dessin, l'entrée. Voilà. Mais c'est présent de façon permanente. Et je ne fais pas de distinguo entre un dessin que je peux voir dans une galerie, dans un musée, ou un dessin que je verrai dans une bande dessinée. Donc, Cyril, est-ce que Karine, pour un BDiste, est la lectrice idéale finalement? Qui finalement regarde le dessin. C'est une lectrice presque idéale parce qu'elle a une lecture très complète en fait des livres. C'est quand même rare. Enfin, la plupart des lecteurs de bande dessinée, je crois, voilà, ils ont une expérience de lecture. Ils rentrent dans un récit et presque. Ils sont particulièrement visés là, c'est horrible. Non, pas du tout. Mais moi le premier en fait. Moi le premier, c'est-à-dire que je me rends compte que quand je lis une bande dessinée, quand un dessin, vous savez, parfois il y a des dessins, et c'est Karine qui emploie ce mot-là, des dessins aimants, vous savez, des dessins qui tout à coup, là, ils vous bloquent en fait. Et vous savez pas trop pourquoi, il faut un temps pour comprendre de quoi il s'agit, etc. Mais quand il y a un dessin aimant, par exemple, pour reprendre l'expression de Karine, dans une bande dessinée, ça vous sort du récit. Un dessin comment? Un dessin aimant. Aimant comme Comme un aimant, magnétisme. comme magnétisme, un dessin qui vous attire, qui vous appelle et qui, en fait, momentanément vous fige un peu, sans que vous puissiez forcément dire pourquoi. Quand il y a ça dans un livre de bande dessinée, ça vous sort du récit. Et d'ailleurs, je crois que la plupart du temps, les auteurs et autrices de bande dessinée essayent absolument d'éviter de faire des dessins aimants. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on est en train de faire un récit. Et on veut plonger le lecteur dans une narration et lui faire ressentir les. Enfin, alors, je sais pas, il y a plusieurs écoles, bien oui, sûr. puis en plus, la bande dessinée n'est pas forcément de la fiction. Parce que le manga, j'ai l'impression, c'est comme une sorte de succession de dessins aimants, par alors, exemple. plus ou moins. Il y a une différence, je crois, entre, disons, la puissance d'un dessin ou son expressivité et le côté aimant. Aimant, c'est vraiment quand le dessin vous bloque. Enfin, voilà, vraiment, il y a quelque chose. Dans l'âge d'or, il y a quand même beaucoup de ça. Hein. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte parce que c'est très difficile de voir ses propres dessins aimants. Les dessins des autres, on les voit mieux, bien sûr, forcément. Mais on peut te dire qu'il y en a. Tant mieux, je les cherche. Enfin, mais et en tout cas, ce qui veut dire que souvent, l'expérience de lecture de bande dessinée, c'est vraiment une expérience de lecture. Et bien sûr que il m'arrive assez souvent d'avoir la chance d'avoir des retours de lecteurs ou de lectrices et qui me parlent parfois de mon dessin, même souvent, ça arrive. Mais ils me parlent surtout de lecture, en fait, d'un tout, c'est-à-dire d'un objet. Le livre est un objet et ils me parlent de l'expérience qu'ils ont eue avec tout ça. Et c'est vrai que ce qui a été très nouveau pour moi, en tout cas dans un dialogue autour de mon travail, d'abord c'est rare, je n'ai pas eu souvent des dialogues comme ça autour de mon dessin. Et c'est que justement là, il s'agissait pas c'était pas du tout autour du récit, c'est autour de voilà ça, là, le trait là, la tâche ici, la tension entre les deux, enfin des choses comme ça. Et ça, un lecteur de bande dessinée, je pense que bien sûr qu'il peut y avoir accès, mais en tout cas je pense pas que ce soit ce qu'il recherche.
Il peut l'éprouver, mais en tout cas, c'est pas la proposition, je crois. Est-ce que donc ça fait toujours sens de vous poser la question de comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est fait, Oui. et demander la perspective de chacun, d'avoir les deux versions. Vas-y, Karine. Alors, ouais, si, moi je m'en rappelle très bien. C'était au sortir de. Ah, alors en fait, non, alors pour la petite anecdote, j'ai appelé Cyril il y a 6 ou 7 ans, ou plus, au moment de Portugal, c'était il y a longtemps. Ça, je m'en rappelle pas. Oh, il s'en rappelle pas. Non. Ça commence bien. Ah, ça se présente bien. Donc, je l'avais contacté à ce moment-là pour le projet de dessin donc, à Saint-Gratien. Et il m'avait dit non, non, je suis pas disponible. Voilà, bon, ok. Et par contre, je suis têtue. Et quand j'ai envie de travailler avec quelqu'un, ça peut mettre des années, mais ça finit par revenir. Et donc, au sortir du premier confinement, j'ai envoyé un message à Cyril en lui proposant de travailler sur la résidence de dessin. Alors, je dis résidence, mais il n'y a pas d'obligation physique à être sur le territoire, mais c'est pour mettre un terme. Et donc, on s'est rencontrés en juin. Il y a eu un petit accident de chaise, mais Rien de grave, personne n'est voilà, blessé. Personne, voilà, tout le monde est intact. Donc voilà, donc on s'est rencontrés en juin ou juillet 2020. Ouais, voilà. Je crois. Et là, le premier projet, c'est le projet de dessin autour du territoire de la ville de Saint-Gratien pour laquelle je travaille. Et en fait, assez vite, on a commencé à parler de ce projet-là et on a mis d'autres projets en route. Moi, je le raconterai de la même manière, en fait. Donc... Non, mais je ne me rappelle pas du premier appel de Karine, parce que je pense qu'effectivement, j'étais absolument pas disponible à ce moment-là. Je ne sais pas sur quel livre j'étais, mais j'étais pas du tout dans un moment où je me débat avec le dessin, avec tout ça depuis toujours, en fait. Mais voilà, c'était un moment où j'avais pas l'impression que c'était par là que j'allais trouver une réponse. Et par contre, quand Karine m'a proposé ce premier travail à l'Espace Géographique, je crois que j'ai eu un temps un peu d'hésitation, de flottement, parce que je n'étais pas très en forme en plus à ce moment-là. Mais assez vite, j'ai répondu oui, d'accord, ok, très bien, allez, on y va. Je ne savais pas trop où on allait aller. Mais par contre, ce qui a été vraiment frappant, c'est que, et ça c'est la chance parfois, enfin, des rencontres, c'est qu'il y avait une espèce j'allais dire, non, oui, pas une coïncidence, mais en tout cas une parfaite adéquation entre ce qui anime Karine lorsqu'elle met en œuvre ses projets et qu'elle va chercher des artistes dans d'autres champs pour les amener plutôt du côté de l'art contemporain. Et puis un temps à la fois de ma vie et de ce que je voulais accomplir désormais qui matchait totalement en fait. Et donc en fait ça a été très très vite. Il y a eu un temps je sais pas comment dire, un peu pas de confusion, mais de rentrer dans les lieux, de rentrer dans le mouvement et de sortir de cette zone de confort, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais simplement, très très vite, moi j'ai senti ça peut paraître un peu étrange de le dire comme ça, mais vraiment comme un appel, quelque chose. Mais voilà, en fait, c'est là que je veux être maintenant. Là. C'est par là que je veux aller. Donc ça coïncide complètement avec cette nouvelle remise en cause, on va Exactement, ça c'était tombé au crise. bon moment de la crise. Voilà. Où vraiment, il y avait une envie en fait de créer autrement. Exactement. Et donc en quoi consiste justement cet appel à artistes ? Donc cette résidence qui n'a pas d'obligation physique, est-ce que c'est établir un dialogue ? Est-ce que le but c'est aussi de créer un événement, une exposition Alors, un livre ouais, le projet de résidence, en fait, c'est une année avec la seule contrainte, c'est de porter un regard sur le territoire et donc la ville de Saint-Gratien, avec des entrées qui peuvent être très très diverses, c'est-à-dire l'architecture, l'habitat, les jardins de la ville. Des choses qui peuvent être complètement... Il y a des personnes qui ont fait les résidences sans venir une seule fois à Saint-Gratien. Donc vraiment, c'est très, très libre. Et les résidents, pardon, je coupe juste pour une précision, les résidents, c'est des dessinateurs qui peuvent être dessinés dans n'importe quel contexte, illustration, bande dessinée, voilà. dessin contemporain. Vraiment dessinateurs. Et donc, à la fin de l'année, il y a une exposition de restitution. Et en l'occurrence, Cyril a travaillé sur il a fait des portraits de jeunes graciennois, puisqu'on dit graciennois, adolescents. Et c'était une rencontre avec des adolescents. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet qu'on a fait ensemble. Et assez vite, on a commencé à réfléchir
En fait, on a beaucoup commencé à parler de la pratique de Cyril et sa manière de travailler, et ça a déclenché un certain nombre de projets supplémentaires. Et qu'est-ce qui t'a percuté le plus dans ce dialogue, justement, En fait, de déconstruction un peu, vous avez eu parce qu'assez vite, oui, Cyril, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il était dans cette période de réflexion sur son travail, sur sa manière de dessiner, sur son envie d'aller ailleurs, de se confronter à un format différent, parce que clairement, quelqu'un qui dessine une bande dessinée, qui dessine pour une bande dessinée, c'est un format très particulier, un format contraint, même si, bon, il y a bande dessinée, et que c'est quand même, mais néanmoins, il y a de la liberté dans la contrainte, voilà. Mais néanmoins, ça reste un objet à la fin avec un certain nombre de contraintes quand même très précises. Et assez vite, on a commencé à parler de format, on a commencé à parler de gestes, on a parlé du rapport au corps, etc. Et de la déconstruction et de tout ça. Donc, avec un dialogue assez riche et régulier, on va dire. Voilà. Et essayer et puis des échanges formels aussi. On s'envoie des images, on s'envoie des textes. Est-ce que vous regardez d'autres artistes, beaucoup, des œuvres Karine m'a fait découvrir beaucoup d'artistes, beaucoup. Et comment, enfin, donc on rentre dans le vif de la question. Comment est-ce que tu te retrouves justement dans un dessin plus plasticien, ou voire même dans la peinture, ou est-ce que tu, enfin, entre-temps, tu as redécouvert aussi cette dimension-là, et qui est-ce que tu regardes? Alors, je reste quand même vraiment dans le champ du dessin. La peinture, c'est encore un autre territoire auquel j'ai pas accès pour l'instant, pas du tout. Mais par contre, dans le dessin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le fait de changer d'échelle, de changer de support et de mettre beaucoup plus de corps. Ça m'a permis, en fait, de trouver des moyens de déjouer le savoir-faire, parce que c'était vraiment mon plus grand enfermement, de se défaire du joli dessin. Qui est confortable pour tout le monde, qui est une zone de confort pour moi, pour le lecteur, etc. Enfin, et je crois beaucoup de sortir de ce que je croyais être une attente. Donc ça, c'est très personnel. C'est même au-delà de la pratique pour le coup. Mais il faut se coltiner parfois ce genre de sujet. Donc là, il fallait se coltiner. Et je pense que c'est pas que personnel, parce que c'est vrai que la bande dessinée a une vraie attente. Il y a une attente assez spécifique, tandis que dans le dessin plasticien, le dessinateur est maître, si je puis dire. C'est vrai. Et puis je crois qu'en fait, disons que dès qu'un premier livre est fait en bande dessinée, dès le deuxième livre, ça y est, il y a une attente. Quelle qu'elle soit, enfin, et il faut reformuler un livre par rapport au précédent. Je dis ça, je corrige ce que je viens de dire. Il y a aussi des attentes, je te préviens tout de suite, pour pas qu'il y ait de déception. Il y a des attentes de marché aussi, une fois qu'on a créé un profil artistique aussi, ça existe. Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est pas dans les mêmes paramètres. C'est pas les mêmes paramètres. Et puis ensuite, dans tous les cas, il s'agit pour l'artiste de savoir qu'est-ce qu'il fait avec tout ça. Parce que bien sûr qu'il y a un lien en plus direct avec l'économie, clairement. Vous avez parlé de marché, oui, c'est un sujet. Et donc après, il s'agit de savoir comment on veut définir sa pratique, de quel espace on a besoin, y compris économique. Par exemple, si on veut déjouer le plus possible l'attente, il y a des moyens pour ça, mais c'est-à-dire qu'il faut les mettre en place, il faut les organiser, très concrètement, très matériellement parfois. Et donc, en tout cas, pour revenir sur la question du dessin, c'est vrai que le fait de passer par le corps et de changer totalement de format et d'être dans le geste, etc., ça m'a permis de trouver des détours, en fait, des chemins alors là, vraiment, pour essayer d'aller le plus loin possible, ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans le corps, et quelle est la différence physique du dessinateur ou la dessinatrice qui fait de la BD et finalement de l'artiste qui est devant une feuille au mur? Quelle est la grande différence? En fait, alors, je crois, il y a des exceptions, bien sûr, mais la plupart des auteurs-autrices de bande dessinée sont quand même souvent dans un geste physiquement très restreint, comme ça. On dessine comme ça.
On dessine sur des formats pas immenses, proportionnels au format du livre. Donc concrètement, souvent, c'est 42 cm par 29,7 cm. Parfois, on va jusqu'à un format raisin, allez, 56 par 60, des choses comme ça, mais on va rarement au-delà. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une page par jour, parce qu'un livre c'est long, etc., etc. Bon, il y a des raisons. Et puis il y a des habitudes aussi, tout simplement. Vraiment, il y a des habitudes parce qu'on pourrait tout à fait travailler autrement. Mais comme c'est lié à une économie, il y a un besoin de produire. Enfin voilà, tout ça fabrique des habitudes. Et donc une habitude gestuelle, donc aussi une mémoire du corps, une certaine manière de dessiner, de construire, etc. Et c'est certain que quand on passe d'une case sur un papier qui fait 10 cm par 8 cm à une feuille qui fait, je ne sais pas, là, 1,50 m par 1 mètre, eh ben, le geste n'est pas le même. Alors bien sûr qu'on peut essayer de reproduire un geste familier, mais on peut aussi essayer de dire qu'est-ce qui se passe en fait si je fais ça ? Et en fait, si même je fais ça sans aucune intention. Enfin, c'est banal, enfin, je veux dire, mais pour moi, c'était comme une espèce d'épiphanie, en fait. C'est waouh, il se passe ça, d'accord, ici il se passe ça. Et donc c'était, en fait, ce qui s'est passé, vraiment, je crois, fondamentalement, c'est un déplacement entre un dessin dans la bande dessinée qui était un dessin de projection, c'est-à-dire que je mentalisais beaucoup les images et j'essayais de mettre en forme des images mentalisées, préparées, conçues à l'avance d'une certaine manière, déjà résolues, avec bien sûr une petite part d'inconnu, d'accident, mais à la marge. Pourquoi ? Parce qu'en plus, dans un livre de bande dessinée, il y a un besoin de cohérence esthétique autour d'une narration. Ça impose plein de choses. Alors, dans cette contrainte-là, bien sûr, immense liberté dans la contrainte, mais il y a aussi cette contrainte-là d'une cohérence entre l'esthétique et le récit. Donc certains récits imposent, par exemple, une esthétique constante dont il ne faut pas dévier. Ce qui veut dire que pendant 2 ans, on va travailler toujours avec la même esthétique, avec un problème à la fois de lassitude par rapport à ça, et puis... et surtout, disons que, évidemment, au bout de 12 pages, en fait, on sait ce qu'on fait. On sait ce qui va se passer demain. Alors que dans le travail plastique que j'ai commencé à mettre en œuvre depuis 2-3 ans, du coup, j'avais besoin de l'absolu inverse, c'est-à-dire de ne jamais savoir à l'avance ce qui allait se passer. Donc, là aussi, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais simplement éprouver ça. Essayer de sortir vraiment le plus possible de cette zone de confort et être dans l'improvisation, être dans le lâcher-prise, se mettre en difficulté soi-même, casser des dessins exprès pour trouver autre chose, pour trouver des nouvelles formes, pour trouver des nouveaux rythmes, pour trouver des nouveaux accords de couleurs ou des nouveaux désaccords de couleurs. Et de ce point de vue-là, et tout ça avec beaucoup d'échanges avec Karine, parce que ça m'aide d'avoir bien sûr un regard extérieur. C'est un support, parce que parfois on a la pétoche, hein, vraiment on a peur. On a peur tellement c'est en soi ces habitudes. Oui, accepter de rater un dessin aussi. Ouais. C'est pas possible dans un livre de rater un dessin. Et ça, c'était une discussion qui était importante quand on a commencé le projet qui s'appelle Journal d'une bataille. C'était de dire, on a... Ah oui, bon... Attends, on va d'abord parler de ce projet. Non, c'est très bien. Mais je fais une note mentale qu'il faut quand même qu'on explique un petit peu on va dire le projet en soi. Mais je ne veux pas surtout pas interrompre. Et voilà, dire il est possible de se planter, il est possible de rater un dessin, et même 2, et même 10, et même 20, et c'est pas grave, en fait, on a le droit. Parce que dans notre milieu, on est fasciné par the failure, par un dessin raté, le ratage. En ce moment, il y a une exposition aux Beaux-Arts qui s'appelle les professeurs gribouillent aussi. Il y a le gribouillage, il y a un dessin en haut, justement, où il y a marqué le mot gribouillage. Je me suis dit, tiens, décidément, c'est vraiment le thème de l'année. Il y a vraiment une recherche aussi d'un autre type de dessin, le dessin des enfants par... du buffet, voilà. Enfin, il y a vraiment cette idée de lâcher de libérer le trait, on va dire, de le laisser vivre, de le regarder. Est-ce que c'est ça la sensation que ce projet te donne ? Absolument. La sensation d'un lâcher prise le plus vaste possible, le plus ample possible et le plus profond possible, et effectivement et laisser les traits aller là où ils ont envie d'aller. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment la première fois que je travaille comme ça depuis 2-3 ans. Mais j'adore ça, c'est passionnant. Je me rends compte que c'est un dispositif, c'est une manière de travailler où c'est le dessin qui décide, véritablement. J'essaie
rien prévoir, le moins possible. Et d'être en réaction tout le temps. Donc en fait, alors après c'est très auto-centré, hein, parce que c'est très moi avec mon trait, mais c'est un ping-pong avec soi, mais c'est ce trait, et essayer de ne pas réfléchir le moins possible. Ce trait-là, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Qu'est-ce qu'il faut répondre à cet accident? Qu'est-ce qu'il faut répondre à cet échec? Parfois, parce qu'effectivement, parfois on fait des gestes, et même j'ai essayé, et j'essaye régulièrement de faire, vraiment de me mettre dans des situations impossibles. J'essaie, et je trouve que je le fais pas assez, j'aimerais bien le faire encore plus, de provoquer quelque chose d'inextricable, mais en même temps, comme il y a quelque chose de ça, voilà, on va où de là? Karine, alors le moment est venu d'expliquer Le après journal. ces portraits. J'étais assez curieuse aussi par rapport aux portraits d'adolescents, en fait, Oui. parce qu'on en a très vite. Est-ce que c'est le moment de virage? Est-ce que c'est le moment parce que on n'a Non. pas reçu d'image des portraits. Non, c'est pas. C'était plutôt de la Enfin, bande je crois pas. dessinée. Tu me reprends, Cyril, mais je crois pas. En fait, ce projet, il a simplement permis de lancer les discussions. Oui, le plan. Le plan. Je Ouais. pense que oui, parce que en plus des portraits, enfin ça faisait partie, disons, pour le coup du cahier des charges de la résidence, il fallait produire un plan de la ville. Et j'avais vraiment pas envie de faire un plan, mais vraiment pas. Et finalement, d'ailleurs sans trop prévenir Karine, je suis parti sur un très très grand dessin qui faisait, je ne sais plus, 9 mètres de long, où j'ai pris des fragments de la ville que j'ai dessinés. Et puis en fait, assez rapidement, ce truc m'a un peu échappé. Et je me suis vraiment... il y a quelques instants... Là, bon, d'abord, du coup, je me suis retrouvé avec un geste très ample, hein, parce que 9 mètres, c'est grand, et ça oblige à travailler de manière fractionnée, donc on perd un peu le contrôle. Et parfois, là-dedans, de temps en temps, il y a eu des moments où il y avait quelque chose qui échappait. Et ça a été vraiment en fait, c'est bête à dire, hein, mais un moment de joie tellement immense, même si c'était pas grand-chose, que là, je me suis dit, je veux retrouver ça. Et là, ça a été quand même un point d'appui dans les discussions avec Karine sur ce qu'on va faire après. Donc je te laisse continuer, Karine. Donc, on parle du journal. Ouais, on parle du journal. Ok. Alors, je sais toujours pas à quoi ils ressemblaient ces portraits, mais je vois que personne n'en veut parler. Les portraits, c'était des portraits en pied et à échelle humaine, c'est-à-dire que je faisais des portraits de 1m80, 2 mètres de haut. Je voulais faire des portraits en majesté de ces adolescents. Ces adolescents. Voilà. Et au pastel, et au dessin, fusain. c'était à pastel fusain, et fusain, pas posé. du tout issu de la BD finalement. Non, pas du tout. Donc des grands formats, très verticaux, au fusain, un tout petit peu au pastel, pas beaucoup. Et donc les adolescents posaient, avec des temps de pause assez courts parce que c'est pas marrant de poser et puis que c'est compliqué quand on a 14-15 ans d'être regardé, examiné. Enfin, c'est pas simple. Et avec aussi une situation particulière, mais en fait, comme quiconque fait le portrait, un portrait en majesté, justement, c'est que ensuite celui qui a posé va regarder et qu'il y a un enjeu de représentation. Alors évidemment, c'était pas des rois et des reines, et moi je voulais les dessiner comme des rois et des reines, et je sentais quand même, c'était très intéressant, mais là justement il y avait une attente. C'est-à-dire que eux, je savais que ça allait avoir un impact sur eux de se voir, donc je me sentais pas totalement libre dans mon dessin. J'avais tendance à vouloir faire des jolis dessins. Je flattais mon modèle. Non, je le flattais pas, mais je veux dire par là que à plein de moments, il aurait été tout à fait possible d'aller ailleurs, mais là, c'était vraiment, mais c'était pas à cause des circonstances de cette rencontre-là, c'était pas ça qu'il fallait faire. Mais par contre, il fallait en tirer une leçon pour après. Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment le pivot où il y avait vraiment une attente où on voit la personne soudain, parce que quand on vend des livres, c'est pas pareil. Non. Et là, c'est comme se confronter à ce public de bande dessinée, et qui est lui-même sujet en qui plus. veut quelque chose. Et, oui, et il là, veut une belle image vraiment... de soi. Il veut une belle Voilà. image de soi, ce Exactement. qui est compréhensible. Où il y a une projection sur un dessin. Exactement. Et donc finalement, on arrive à ce titre assez intriguant, finalement, journal d'une bataille. Quelle bataille et journal de qui voilà, en quoi consiste ce projet? Je commence. Vas-y. Alors, le journal d'une bataille, c'est un projet qui commence véritablement pour Cyril en juin 2022. On en a parlé quelques mois avant, à partir de janvier, un truc comme ça. En fait, pour faire court, mais le projet démarre suite à une discussion qu'on a ensemble sur les contraintes formelles liées à la tapisserie de Bayeux. Voilà, on échange là-dessus. Ce à quoi je m'attendais, là. C'était évident. On échange sur la tapisserie de Bayeux et notamment sur les marges. Bon.
Étant entendu que la tapisserie de Bayeux est considérée un peu, disons, comme le premier objet de bande dessinée de l'histoire de l'art. Voilà, parce que c'est le récit d'une guerre qui a été fait à travers une tapisserie. Voilà. Et on échange là-dessus et assez vite, je sais plus trop comment, mais assez vite on décide d'utiliser cette discussion pour faire un projet autour de quelque chose qui serait un journal personnel de Cyril, mais très grand format. Faut que tu me reprennes peut-être parce que voilà. Pour l'instant, c'est très bien. Je suis complètement d'accord. Avec comme postulat de départ vraiment un dispositif particulier et des contraintes très particulières. Donc l'idée c'était du grand format, donc les dessins font 1,50 m sur 1 mètre de haut. Et l'idée c'est alors au départ c'était 2 ans, on a un petit peu réduit, mais globalement le projet donc démarre juin 2022, se terminera en décembre 2023. Et Cyril va produire 92 dessins pour faire une ligne qui fera 132 mètres de long. Donc 5 dessins par mois sur ce dispositif-là. Et l'idée absolue, c'est aucun repentir. Tous les dessins seront montrés. On ne peut pas faire disparaître un dessin. Waouh. Donc 5 dessins par mois. Et une fois que le dessin est terminé, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, il est fait. Il est fait. Et il a assumé. Et il faut l'assumer. Mais je pense que même pour un artiste plasticien, c'est l'horreur. Bah voilà, j'aime bien mettre les artistes en difficulté. Ouais, mais c'est-à-dire terrorisante. C'est pour ça que c'est Journal d'une bataille, parce que c'est une bataille avec soi. Voilà, d'où le titre, Journal d'une bataille. C'est une bataille de soi à soi. De soi à soi, et bon, qui s'accompagne en plus de textes. Parce qu'évidemment, tout ça provoque beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, de sa place par rapport à ce dispositif, en plus dans un moment, enfin que je pense que je suis pas le seul à percevoir, disons complexe, on va dire, d'un moment, une temporalité, une époque traversée de conflictualité quand même, de beaucoup de batailles et dont on ne sait pas trop où être parfois, par exemple. Et comme artiste, par exemple, on peut se demander où se placer au milieu de tout ça. Donc c'est des textes qui, du coup, parlent beaucoup de ça, de qu'est-ce que ça provoque d'être dans cette obligation de faire et d'assumer ce qui se passe. Et puis, qui parle aussi beaucoup de, disons, l'extérieur, l'intérieur, le monde, soi, quoi. Enfin, voilà. Après, disons que c'est très, très dense, mais évidemment, il y a cette difficulté parfois de revoir certains dessins et de se dire ils sont catastrophiques. Mais ce qui est intéressant, enfin, ce qui me plaît le plus vraiment là-dedans, c'est que ça matérialise tellement ce qui se passe dans mon travail depuis 3 ans, parce que c'est un chemin en fait. Ça fabrique un chemin de 130. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, et qui passe par plein d'endroits, des moments très heureux, des moments beaucoup moins, des moments, je trouve, dont je suis très content, de choses qui surgissent tout à coup, absolument imprévisibles, et je me dis waouh, ça c'est des points d'accroche pour plus tard, parce que c'est ça qui se passe aussi, c'est que en parallèle de ce travail de fond, qui est vraiment un travail de fond en réalité, comme qui s'inscrit sur un temps très long, comme un exercice. De là, beaucoup de choses partent en fait, des séries de dessins, d'autres projets, et qui se tissent avec tout un. Du coup, ça fait comme une espèce de toile d'araignée comme ça, mais dont le journal d'une bataille est un peu je crois quand même en ce moment le moteur principal. Et c'est de là, voilà, beaucoup de choses partent. Donc à l'intérieur de ça, de ce journal, il y a je crois vraiment des choses dont, selon moi, très intéressantes, d'autres vraiment ratés, enfin complètement, totalement, mais qui sont indispensables pour pouvoir aller après. Enfin, c'est voilà, bon, c'est un chemin juste de travail plastique en fait, quoi. Et est-ce qu'il y a une libération? Donc, nous parlions de narration, de raconter des histoires. Donc, il y a tout de même un format qui est celui du dessin et celui du texte. Il y aura quand même un texte. Ce texte, il est écrit par qui? Ce texte, je l'écris. Alors, dans le cadre de l'exposition, en fait, c'est très particulier parce que le texte, parfois, est en lien avec vraiment ce qui se passe dans l'expérience du dessin ou même à ce que montre le dessin, mais très rarement. Le lien réel, c'est un lien de temporalité. Donc c'est un lien très... C'est comme un journal? C'est vraiment comme un journal. C'est-à-dire que comme les dessins
sont en totale improvisation, absolument pas préparés. Moi, je m'appuie vraiment sur l'instant, sur l'émotion de l'instant, ce que ça provoque, les déséquilibres, équilibres intérieurs, etc., etc. Et c'est un peu la même chose pour les textes. Sauf que les textes sont, pour le coup, beaucoup plus construits et maîtrisés, beaucoup plus travaillés. Mais dans le cas de l'exposition, ils seront, je vais les enregistrer, ils seront lus, et ils seront comme ça en écho avec le dessin. Et on fabrique aussi un livre mais là où en fait on utilise cette matière-là du texte et des images pour se poser la question, en fait, pour revenir au livre et pour se dire alors de là maintenant qu'est-ce que ça fabrique si on met cette image-là et ce texte ensemble, qu'est-ce que ça tisse, voilà. Mais je ne l'ai pas conçu comme ça. C'est plutôt en fait une manière de reprendre ensuite cette matière et d'essayer de nouveau d'en faire quelque chose et de découvrir encore quelque chose, de découvrir des résonances qui ne pouvaient pas être prévisibles. Est-ce que, compte tenu du fait qu'on est à l'espace Villeglé et qu'il y a quand même certains artistes dans la programmation qui faisaient de l'abstraction, est-ce qu'il y a, parce que j'associe au dessin qui défile là, ce projet, et c'est un projet quand même assez abstrait finalement, où on s'est détaché du personnage, de la bande dessinée, du récit, avec quelques formes quand même, c'est pas complètement il y a des abstrait figures non quand même, plus. il y a des figures. Il y a des figures, il y a voilà, des formes, etc. Mais dans un positionnement très libre sur la page. Est-ce qu'il y a eu justement vous avez eu des discussions sur l'abstraction, sur les artistes de la programmation? Est-ce que Cyril a regardé des artistes en particulier avec lesquels tu as travaillé? En fait, on en parle tout le temps, des artistes avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille, voilà. Mais il n'y a pas de focus sur les expos que j'ai fait précédemment et qui pourraient... Enfin non, oui, enfin je parle en ton nom, mais il me semble pas. Hein. Non, mais après, par exemple, je sais pas, Jean-Pierre Reynaud, c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout. Je connaissais absolument pas son travail. Qui ça, pardon? Jean-Pierre Reynaud. Oui, Reynaud. Et la première fois que j'ai découvert son travail, ça me paraissait tellement loin de moi, tellement loin de mon histoire. Et c'est vraiment, par exemple, quelqu'un et un travail que Karine m'a fait découvrir et en plus plastiquement, il n'y a pas de lien, hein, mais pourtant, écouter Jean-Pierre Reynaud et voir je ne sais pas comment il qualifie d'ailleurs son travail, mais c'est pas important. Ouais, mais en tout cas, je le vois vraiment comme un parcours, comme un chemin pour le coup, avec des motifs qui se répètent, des obsessions, et puis un placement au monde, un engagement. Et même si, d'un point de vue purement plastique, il n'y a aucun point commun, puis je me placerai évidemment pas du tout à son échelle ou à son niveau, il n'empêche que c'est par exemple un artiste où le découvrir, ça a eu beaucoup d'impact en fait sur mon travail. Et c'est à travers des discussions avec Karine, clairement. Et donc, du coup, formellement, Karine, comment est-ce que tu décrirais ce travail? Du journal? Oui, du journal. Et aussi, je pense qu'il y a quand même quelque chose avec la couleur, quand même. Ah oui, bah, de toute façon... Alors que c'est quelqu'un tu travailles souvent avec des coloristes, en fait, dans la bande dessinée. Alors, on travaille beaucoup avec des coloristes en bande dessinée. Disons que dans mon travail, je dirais... C'est une question à chacun en même temps. Je suis désolée, mais n'oublie oui, pas, puis alors, en s'il plus, te plaît, comme la vraiment... tienne. Comme un vieux mec de 50 ans, j'ai pris la parole automatiquement. Vas-y, Karine, réponds en premier. Vas-y, je répondrai après. La question de la couleur. Non, en fait, pour te répondre très rapidement, pardon. Oui, sur peut-être la moitié de mes livres, j'ai travaillé avec des coloristes et la moitié de mes livres, j'ai travaillé seul sur la couleur. D'accord. Donc, couleur. Donc, couleur. De toute façon, pour moi, le travail de la couleur, il est tout le temps présent et tout le temps une question dans le dessin de Cyril. Là, on l'a pas abordé comme ça, le journal. On a abordé le journal comme un laboratoire, un projet un peu hybride, une expérience. Parce que de toute façon, les dessins, en lien avec toutes les contraintes qui étaient imposées et cette volonté de déconstruire le geste, déconstruire le trait, etc. Donc ça, c'était une première réponse. Les textes, c'est pareil. Les textes, c'est des textes qui sont beaucoup autobiographiques, mais fragmentaires. Donc l'entrée... Et alors, on est dans le récit quand même. On est dans une forme de récit fragmenté, mais pareil pour les dessins d'ailleurs. Donc c'est comme un espèce vraie déconstruction. Oui, c'est vraiment une déconstruction. Parce qu'on reconnaît ton trait quand même. On reconnaît le trait de Cyril dans les dessins. Je pense, bien sûr. Plus près de l'âge d'or que d'autres dessins. Je ne sais pas trop plus près de l'âge d'or. En fait, parce que là, je sais pas, je crois que j'ai fait 48 dessins.
C'est très différent, hein. Je dis pas que c'est la même chose. Non, mais je veux dire, ça bouge beaucoup à l'intérieur de ces dessins. Et comme, justement, je ne me suis pas posé de limite esthétique et Karine ne m'en a pas posé non plus. Enfin, c'était pas le sujet. C'était même l'inverse, en fait. C'était plutôt d'essayer de se dire, là, c'est une autorisation à aller où je veux. Avec le risque, bien sûr, parfois de se perdre. Voilà, ça fait partie du risque. Mais ce qui m'intéresse le plus, vraiment, c'est ça. C'est de pouvoir échapper même presque à toute définition formelle de ce que je fais, en fait, à toute qualification. Ça me plaît beaucoup. Et parce que ça me dégage, en fait. Ça m'aide. Ça m'aide de ne pas avoir à qualifier de quoi il s'agit, par exemple. Et puis, il se trouve que vraiment, enfin, c'est une expérience très intense et qui est, je crois, depuis 3 ans, là, c'est quand même vraiment de l'ordre d'une enfin, presque d'une révélation. Hein. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, quand je parlais d'épiphanie, enfin, c'est pas une blague, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que je trouve dans le dessin, à travers l'expérience du journal d'une bataille et d'autres projets qui se mettent en œuvre, mais là c'est très personnel, vraiment une joie que j'avais jamais éprouvée avant dans le travail. Dans le travail en général. Ouais, non, jamais à ce point-là. C'est parce que c'est des instants de dessin où plus rien n'existe que ce qui se passe là dans le dessin, dans l'instant. Même le dessin, d'une certaine manière, enfin, il existe et il n'existe pas. Donc c'est une espèce de disparition et en même temps on est totalement à l'instant. Enfin, c'est une expérience vraiment incroyable à vivre. Enfin, le résultat c'est autre chose, mais à vivre c'est une expérience vraiment. Alors merci Karine. Oui, merci mais pour de cette rien. épiphanie. Et là, je suis très curieuse d'explorer un petit peu ces 5 jours en fait. Donc, enfin, ces 5 dessins. Et moi, je pense à 5 jours évidemment parce que c'est un jour un dessin. Quelle préparation pour ces 5 jours? Comment sont-ils choisis dans le mois? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que évidemment il y a des contraintes matérielles pragmatiques, Oui. mais après, est-ce qu'il y a une mise en condition? Est-ce qu'il y a une préparation? Où sont-ils réalisés? Est-ce que les matériaux changent au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a aussi des contraintes que vous êtes données de maintenir les mêmes matériaux, j'ai l'impression? Enfin non, la contrainte c'est la forme du dessin le format pardon. Et un dispositif particulier parce qu'en fait Cyril dessine sur des rouleaux qui font 10 mètres de long. Et alors vous avez peut-être vu passer tout à l'heure des photos où on voit, mais en fait on a installé une structure en bois où on installe le rouleau et petit à petit le rouleau se déploie, se déroule. Et donc je fais un dessin et ensuite j'enroule ce dessin qui fait apparaître une nouvelle surface blanche. Voilà, le dessin. Donc en fait c'est un dessin continu. C'est un dessin continu, ce qui permettra de faire ce bout à bout de 132 mètres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre bout à bout. Comme la tapisserie. Oui, c'est pour ça qu'on parle de la tapisserie de Bayeux. La tapisserie a fait 70 mètres, je crois. Voilà. En fait, elle a été faite par les Anglais, mais bon, tout ça. Ouais, mais ça, voilà. Et donc après, concrètement, cette structure en bois, elle est dans ma chambre, donc je vis avec. Non, quelle horreur. Ce qu'il y a comme contrainte principale, que effectivement, donc, dans les techniques, j'utilise à peu près n'importe quelle technique, enfin ce que j'ai en fonction du matériel que j'ai sous la main, puis de l'envie, de l'élan, de la lassitude ou pas. Et alors évidemment, comme c'est dans ma chambre, c'est vrai qu'il y a des techniques qui sont un peu plus invasives que d'autres. Quoi. Quand je commence au pastel, c'est compliqué, j'en ai partout, mais bon, je fais avec. Quoi. Donc j'ai une chambre chantier. C'est un plaisir aussi. Enfin, ouais, c'est bien un sûr, vrai plaisir de vivre avec. Mais du coup, c'est très présent. Ce qui fait que c'est images, très présent. ce dispositif. Ouais, c'est assez et incroyable. en fait, après, les jours ne sont pas choisis. Enfin, bon, bien sûr que je fais en fonction de parce que comme je travaille sur d'autres projets en même temps, donc il y a des limites qui sont posées par ça, bien sûr. Et puis, c'est vraiment lié à, disons que il est arrivé très 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 rarement que je me dise, par exemple, demain, je vais dessiner pour le journal et je vais faire ça. Très 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 rarement. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que je suis chez moi et je me dis, là, il faut vraiment, maintenant, il faut que je dessine. Vraiment. C'est indispensable. Il faut que je dessine. Et je me mets au travail. Et parfois, je fais un dessin et je vais attendre 15 jours en en faire un autre. Ou parfois, en 2 jours, je vais faire 5 dessins. Ce qui arrive très souvent, quand même, je crois, c'est que il est rare que je ne fasse qu'un seul dessin. Souvent, un dessin, en fait, c'est souvent un premier dessin pour aller à un autre.
Il faut souvent faire 1, 2, 3 dessins avant d'arriver au dessin qui était attendu. Mais que je peux pas le verbaliser, ce dessin, mais il y a quelque chose qui arrive, il faut essayer de le saisir. Et c'est rare que je sois capable de le saisir tout de suite. Donc souvent, il faut faire plusieurs dessins, parfois même 5, avant d'arriver enfin à ce qui était recherché. Mais par contre, quand on va présenter la ligne, les 5 dessins seront présentés. Oui. Il n'y a aucun dessin qui disparaît dans le dispositif de restitution. Ouais, donc c'est dur parce que parfois, évidemment, il y a des dessins, ils sont. Waouh. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais c'est vraiment comme un journal intime parce que voilà, ce qu'on écrit est écrit et parfois on le regrette Voilà. et ça reste. Exactement. Et alors, dans le texte, dans l'écriture, là, je m'accorde, puisque je n'ai pas la contrainte de. Enfin, j'ai l'autorisation du repentir dans le texte. Là, je m'accorde toutes les libertés. Enfin, je reprends beaucoup les textes, je retire parfois. Il y a parfois des choses que j'écris, je me dis non, en fait, ça, non, vraiment. Ça, je veux que personne ne le lise et je l'enlève. Mais pour le dessin, ce n'est pas possible. La seule chose que je peux faire pour le dessin, c'est le recouvrir. Mais pour faire quelque chose d'autre de toute façon. Donc, voilà. Quelles sont les attentes pour une commissaire d'exposition, justement, par rapport à un projet comme ça, par rapport aussi à un niveau personnel, parce que je trouve que nous aussi, on a des attentes personnelles, mais aussi par rapport à l'espace lui-même, et finalement aussi aux visiteurs de l'espace. Quelles sont donc les attentes par rapport à ce projet ? Alors, je crois que j'ai pas réfléchi en ces termes-là, vraiment. L'idée, c'était vraiment alors à titre professionnel, en tant que commissaire, de vraiment mener une expérience. C'est un peu une première quand même. En tout cas, ce dispositif-là, c'est une première. Là, vraiment, l'idée, c'est de montrer cette expérience-là, du début jusqu'à la fin, de voir par quoi Cyril est passé, et d'être vraiment dans une présentation d'un processus de création très particulier qu'on accompagnera, nous, parce qu'on va expliquer quand même vraiment au public comment ça s'est construit et comment on a fonctionné. Et alors, bien sûr, on pourra peut-être pas retranscrire l'ensemble des échanges parce que c'est voilà, mais en tout cas, il y a vraiment un dispositif particulier avec ce fil d'Ariane, ce chemin, puisque vraiment les gens vont rentrer par un point A et vont aller suivre cette ligne. L'idée, effectivement, c'est de partager une expérience de création. Voilà. Et est-ce que le dispositif qui tient le rouleau va être montré aussi dans l'exposition ? Alors, on s'est posé la question et on n'a pas vraiment tranché encore. Mais le dispositif qui va tenir cette ligne, parce qu'on est en train de produire ça aussi, sera quand même assez proche finalement. Alors pas avec le dispositif qui enroule le dessin, mais il y a quand même un dispositif particulier pour pouvoir présenter cette ligne, ce 132 mètres. Non, mais c'est vrai que je me pose souvent la question, et en fait, on l'a pas tranché. Mais souvent, je me demande, mais en fait, quand même, est-ce qu'il ne faut pas montrer cet outil ? C'est un outil, concrètement, et qui est très, très important, enfin, très déterminant dans la forme et dans ce qui apparaît, etc. Donc, je me dis, peut-être qu'il faut le montrer, mais je ne sais pas encore. Et je trouve ça très intéressant qu'on se réfère à cet ensemble incroyable de dessins comme une ligne. Oui. En fait, au départ, les premières discussions, en dehors de l'écho lointain de la tapisserie de Bayeux, on parlait beaucoup d'images uniques. Moi, j'avais envie de travailler sur une image unique et c'était vraiment en lien avec les discussions qu'on avait sur la déconstruction du geste donc voilà, au départ, il y avait cette image. C'est pas vraiment une image unique maintenant, parce que c'est une grande ligne avec une multiplicité de vignettes. Et en fait, ça fait quand même référence à la bande dessinée. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, parce qu'en fait, il y a vraiment un éloignement par rapport à la bande dessinée, évidemment. Mais finalement, plus qu'un éloignement, il y a une vraie déconstruction, parce que les éléments, ils sont toujours là. Et puis par ailleurs, c'est un projet, parce que c'est vrai que nous avons construit cette conversation comme une entrée dans les arts plastiques, on va dire. Mais en fait, ce projet est aussi challenging. C'est un défi
assez qui fait très très peur. Je pense à un BDiste, mais aussi à un artiste plasticien, parce que cette idée de ne pas pouvoir retirer le dessin, parce que dans la tapisserie on peut défaire ce qu'on a mal brodé, mais là franchement c'est vraiment unique. Et en même temps, Cyril, j'ai envie de demander qu'est-ce qui reste finalement des expériences précédentes, parce qu'il n'y a pas, enfin, je crois que on disait ça tout à l'heure, on n'efface pas ce qu'on a fait, évidemment, on vient de quelque part. Donc, où est-ce que, enfin, j'imagine que la réponse au fil de cette année va changer, mais pour l'instant, qu'est-ce qui reste et en quoi est-ce que cette déconstruction a créé finalement une troisième chose? Alors, ce qui reste et qui restera toujours et qui apparaît en fait dans le journal, je pense vraiment ça pour le coup, ce qui reste, c'est la mémoire de son expérience en fait. C'est-à-dire que quel que soit, disons, l'inattendu de certains de ses dessins, il n'empêche qu'ils sont faits de ma manière de répondre à l'accident ou à l'imprévu, en tout cas, ou à la proposition, et que cette réponse-là, elle n'échappe pas du tout au fait que je dessine depuis 20 ans, et que donc j'ai une manière cognitive, même, enfin sensible et cognitive, d'assembler des formes, de répondre à un trait par un autre, et qui fait que je suis cet artiste-là et pas un autre, et il en est ainsi pour tous les artistes. Et ça reste. On peut pas le détruire. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est, disons, de le faire agir autrement. De le faire agir autrement pour qu'il ne se répète pas, justement, pour que ce ne soit pas une répétition. On voit le dispositif là, voilà, en fait, voilà, avec le dessin et les structures sur le côté qui tiennent le rouleau. En fait, j'ai aussi... j'ai senti dans Portugal un élan autobiographique qui est un peu caché par la fiction. Oui. Est-ce que c'est pas une façon aussi de poursuivre cet élan autobiographique, mais en y trouvant quelque chose d'autre, en articulant langage et image autrement, de façon à ce que l'autobiographie ne soit pas simplement une illustration d'une histoire. Vous avez tout à fait raison. Mais... Ouais. En fait, j'ai l'impression que, disons que, effectivement, c'est essayer, parce que mon travail est quand même très centré sur moi, hein, quand même, hein, beaucoup. On sent qu'il y a un peu un ras-le-bol et en même temps une envie de continuer. Oui, mais justement, et je pense que là, c'est une tentative parce que il y a une affirmation de soi, bien sûr, quand on dessine. On affirme quelque chose. Mais justement, c'est peut-être d'essayer d'être très soi-même en cessant de parler de soi. Très soi-même par son geste, très soi-même par sa proposition. Ce qui permet d'essayer parfois de faire rentrer le monde entier, si on peut, enfin si on a les bras assez larges pour ça ou pas, ou des choses minuscules, peu importe, mais de déplacer l'affirmation, pas dans le récit autobiographique, le récit de soi-même, mais vraiment voilà, dans le geste. Ce geste-là, c'est le mien. Ce geste-là, c'est moi. Et d'oser le faire. Donc, il y a beaucoup d'affirmations là-dedans. Mais ça me permet, et moi ça me fait du bien, de me dégager et d'essayer de me dégager de mes récits. Voilà. On a vraiment débordé le temps qui nous était appartenu. Mais parce que vous êtes passionnants tous les deux et ce que vous avez construit ensemble est tout à fait unique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Karine. Pour avoir été aussi généreux et de parler d'un projet qui est en cours finalement. Est-ce qu'il y a des questions qu'on pourrait adresser maintenant de la part du public? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour vous, Cyril. C'est donc dans votre journal, vous dites que vous faites pas. Ah, pardon. Dans votre journal, vous faites pas du tout vous y allez vraiment à l'instinct, mais vous faites même aucune esquisse préparatoire. Vous y allez direct sur le format. Vraiment, d'accord. Je me demandais s'il y avait d'abord un petit format avec des couleurs ou quoi, et vous y allez. Non, j'esquisse pas du tout. Et en fait, j'essaye de prévoir le moins possible. Et ce qui est intéressant, alors ça dépend des moments bien sûr, mais parfois, à travers aussi beaucoup de discussions avec Karine, mais je sais pas, en fait je fais des expériences, bon, comme tout le monde, hein, c'est-à-dire je sais pas, je me mets devant ma feuille et puis je sais rien, je mets de la musique, je ferme les yeux, je fais n'importe quoi, et ensuite je recule, je dis voilà, j'ai ces 30 traits et c'est une proposition.
C'est une proposition et maintenant il va falloir essayer de jouer et de répondre à cette proposition. Il est même arrivé que en cours, Cyril m'envoie en fait des photos de dessins qui sont pas terminés. Je peux dire ça? Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Et il m'arrive de dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce dessin est complètement raté. Ça arrive. Bien sûr, ouais. Ouais. Et c'est super parce que souvent, le soir ou le lendemain, j'ai un nouveau dessin. En fait, et je me dis, mais non, mais c'était celui qu'il a recouvert, ça arrive. C'est pas souvent finalement, mais Ouais, c'est déjà arrivé. C'est rarement totalement recouvert. Totalement recouvert, mais il y a une partie qui a disparu et voilà. Et du coup, ça arrive, ouais, ce genre de choses. Donc non, vraiment, il n'y a pas de. Donc le fait de ne pas esquisser amène à beaucoup. Là aussi dans le dessin, construire, déconstruire ce qui est construit, reconstruire par-dessus, dans les limites de la feuille et des techniques que j'utilise. Parce qu'à un moment donné, je ne peux plus superposer, je dessine. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour, moi j'aimerais demander à Cyril, qu'est-ce qui lui reste de la narration? Quel est son rapport aujourd'hui avec la dite du dessin narratif par rapport à ce qu'il est en train d'explorer? J'ai toujours cette pratique-là, y compris dans des projets d'ailleurs avec Karine, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais Karine est aussi mon éditrice aux éditions Dupuis, sur un projet par exemple de bande dessinée que je vais commencer au printemps, où là il y a un récit, en plus il y a une collaboration avec un autre artiste qui s'appelle Taiyo Matsumoto, donc il y a un dialogue entre nous, une narration commune, mais aussi des narrations séparées. Alors, là, donc d'abord j'aime ça, la narration, j'aime les récits, puis j'ai d'autres projets en animation où il y a aussi la narration du récit. Maintenant c'est vrai que mais ça me plaît beaucoup. J'ai un trac terrible là par exemple avec on en parle un peu, mais N'empêche quand même que vous passez d'une narration, on va dire, grand public, si je peux dire, à travers la BD, et passer à une autre échelle d'une narration peut-être un public plus sélectif. Ouais. En fait, disons que je pense que ce qui se déplace beaucoup là, c'est que il est vrai que pendant très 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 longtemps, j'étais très préoccupé par le public, par les lecteurs. Il ne faut pas trop les perturber, pas trop. J'avais envie de leur plaire en fait, tout simplement. Hein. J'avais envie qu'ils m'aiment, quoi. Et disons que je pense que ce qui s'est déplacé à travers ce travail-là, les discussions avec Karine, c'est vraiment j'ai besoin de me dégager de ça. Et je pense par contre qu'on peut tout à fait faire de la bande dessinée, de la narration, et aller loin, et même emporter le lecteur avec soi, mais en essayant de se dégager du désir de leur plaire au lecteur. Donc là, par exemple, pour ce prochain livre, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. J'ai un récit, il est écrit, j'ai des idées de dessin. Je vais commencer à travailler dans les semaines qui viennent, là, mais je ne sais pas comment va être le dessin du tout. Et je m'attends à ce qu'il ait quand même été impacté par toutes ces expériences autour qui sont hors narration. Forcément, il y aura des conséquences et des incidences. Si vous voulez, revenir à la narration, par contre, c'est revenir à l'obligation d'être compris. C'est-à-dire l'intérêt d'un langage, c'est d'être compris. On énonce quelque chose, enfin, avec l'ambition que l'autre vous comprenne. Sinon, ce n'est pas la peine d'utiliser un langage, il faut utiliser autre chose. Et donc, si on déploie un langage, c'est qu'on essaye de dire quelque chose pour être compris. Et donc, la narration, ça m'oblige à définir, de faire en sorte que mon dessin permette ou n'empêche pas la compréhension du récit qui est fait. Mais ça donne beaucoup de liberté quand même, y compris la liberté de déplaire au lecteur malgré tout. Mais par contre, si je ne peux pas dans une bande dessinée dessiner quelque chose qui fait que le récit n'est pas compris. Si je fais ça, je lutte contre le projet. En fait, c'est absurde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Je me demandais, c'est quoi l'œuvre dont vous êtes le plus fier? Ah, j'ai pas compris la question. L'œuvre dont vous êtes le plus fier? Ah, l'œuvre dont je suis le plus fier. Merci beaucoup. Waouh. La question la plus exigeante vient de notre C'est très difficile. C'est une question notre très, audience très, la plus jeune. Ouais, c'est très 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 difficile. En fait, Enfin, tu peux parler de la notion de fierté peut-être de l'œuvre. oui, c'est vrai. Du rapport de soi. Non, mais à l'œuvre. c'est très difficile. Très bonne question. C'est très difficile de mettre. Je suis rarement fier d'une œuvre. La fierté. En plus, c'est difficile de définir la fierté. Qu'est-ce que c'est la fierté? Je sais pas. Disons que. Parce que tu parlais de joie tout à l'heure, c'est pas la même chose. Je ressens plus ça.
disons, la vraie joie de faire et parfois l'absence de joie. C'est plus comme ça, tu vois, que souvent je réagis par rapport au travail. Et par exemple, donc, le journal d'une bataille, ça me procure beaucoup de joie, mais par exemple, dans le journal d'une bataille, il y a à ce jour 2-3 dessins qui, les faire, ça a été vraiment une grande joie. Non seulement de le faire, mais ce qui advient à ce moment-là, c'est vraiment un moment de... Donc c'est pas de la fierté, mais c'est une sensation de complétude, tu sais, d'avoir fait un geste et d'obtenir quelque chose qui est au-delà même de ce qu'on pouvait attendre et espérer. Mais je peux pas trop... C'est des dessins très particuliers. Dernière question. Voilà, on déborde. Alors, en plus, je pense que c'est un sujet qui mériterait une nouvelle heure de discussion, mais ça y est, Ouvrons-le. vous avez prononcé le mot animation, et puis c'est Mhm. vrai que c'était dans le titre aussi. Alors, c'est un aspect qu'on a peut-être moins pu. Mais cela dit, moi, c'est parce que le rouleau, bah, moi, ça me fait penser à la bobine, une suite d'images quand même qui Bien sûr. s'enchaînent. Donc voilà, s'il y a quand même moyen, en quelques mots, de parler un petit peu de cet aspect-là. Ouais. L'animation, j'ai un lien avec l'animation qui est un peu le même que celui de la bande dessinée, c'est-à-dire que je suis passé par des choses très... j'ai appris à dessiner dans une école d'animation. Et j'ai commencé à travailler dans un studio d'animation. Alors, en plus, vraiment, le studio par excellence, quoi. Walt Disney, c'est vraiment l'industrie de l'animation avec tout ce que ça contient de processus prédéfinis, de créativité. Il y en a, hein, mais quand même dans des fourches codines assez étroites, quoi. Et il se trouve que au moment, je crois, pratiquement où j'ai rencontré Karine, je venais, pendant le confinement, de faire un petit clip d'animation pour un ami artiste qui s'appelle Anne Parrot, qui est un auteur, compositeur, interprète qui a énormément de talent. Et de réaliser, c'était vraiment dans un moment de profonde lassitude de mon travail. Enfin, c'était au-delà de la lassitude même. C'était voilà. Et il se trouve que faire ces 2 minutes 30 d'animation, ça m'a ramené à la vie. Enfin, ça m'a permis de retrouver vraiment la joie de faire, la joie du nouveau, parce qu'il y avait du mouvement, parce que l'animation, c'est quelque chose qui m'émeut terriblement. Enfin, c'est du trait, c'est plastique et c'est vivant. Enfin, c'est concrètement vivant. Concrètement vivant. Et donc, c'était ça. Donc, j'ai ce lien-là avec l'animation. Mais ce qui m'amène en ce moment à travailler ça un peu de 2 manières différentes. D'une manière très très plastique, comme ce qui est présenté ici à la galerie Millau. Un objet, voilà, une boucle d'animation abstraite, on va dire, qui ne tient que par l'équilibre des équilibres de ses formes, avec à l'intérieur un truc qui a été beaucoup abordé ici, qui est déconstruire, reconstruire. C'est une boucle avec une apparition, disparition. C'est quelque chose qui naît et qui meurt en permanence. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer à travailler sur d'autres projets, y compris avec Karine, de ce motif-là en animation, par exemple, typiquement. Mais j'ai aussi un projet de long métrage en animation qui est beaucoup plus, disons, traditionnel, on va dire, parce que là, il s'agit de faire un film avec un récit, une histoire, etc. On peut en parler de ce projet, juste C'est un projet annoncer, c'est pour quelle date Alors, c'est un projet qui s'appelle La Longue Nuit, qui est en développement avec Millau Productions, qui est attaché d'ailleurs qui est la galerie attachée à la galerie. Attaché à la galerie Millau qui est ici. Et qui est un projet en développement, qui est à la fois à l'écriture et en développement graphique, et qui, j'espère, disons dans le meilleur cas, peut-être rentrera en production dans 2 ans, et qui nécessitera aussi 2 ans de production, et donc qui peut-être, si j'ai de la chance, et si on travaille bien, pourra être un film peut-être dans 5 ans, 6 ans, peut-être plus. C'est des temps très très longs. J'ai aussi un projet d'animation avec Karine, qui s'appelle L'Enfer c'est moi pour l'instant, qui est un projet de court-métrage. Et qui est un peu la lisière entre les deux, qui contient de la narration, mais d'une manière beaucoup plus libre, parce que le court-métrage permet aussi ça, et permet aussi de travailler de manière beaucoup plus organique, parce que faire un long-métrage, en tout cas tel que je l'ai écrit, ça nécessite des moyens, des gens, etc. Et donc là, il faut jouer le jeu, voilà, des dossiers, des commissions, il faut avoir quelque chose de très intelligible, il faut pouvoir expliquer à l'avance ce qu'on va faire. Ce qui est un peu moins le cas, par exemple, quand je fais une boucle d'animation pour la galerie ou dans le projet que je fais avec Karine. Je ne suis pas obligé d'expliquer à l'avance ce que je vais faire. Ça m'arrange parce que je ne sais pas ce que je vais faire à l'avance. Merci beaucoup. Merci Pour Merci ces à vous. questions aussi, parce que c'était vraiment
Super. Et merci de. C'est presque une collaboration parce qu'en effet, merci d'avoir rappelé l'animation. Il fallait aussi parler de ces projets futurs, c'est important. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Jeanne. Ça a été vraiment incroyable. On va continuer certainement cette conversation plus tard. Et puis on espère aussi accueillir vos projets à Drawing Now un de ces jours. Avec joie. Avec Avec joie. grand plaisir. Merci à vous.